de lecture à faire. Bienvenue à notre panel qui va porter sur le livre de Sheryl Sandberg, En avant toutes. Alors, on a constitué un panel extraordinaire encore une fois. Avant de commencer, je veux tout simplement vous rappeler la mission du club de lecture. Nous avons pour mission de faire la promotion du livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités qui facilitent le partage et qui nous encouragent à apprendre ensemble par le savoir des autres. Donc, le fonctionnement du club est très simple. Nous avons constitué un panel qui est constitué d'une personne qui vient défendre le livre, qui est Madame Stéphanie Leroussic, qu'on va vous présenter tout à l'heure. J'ai 3 panélistes qui ont accepté de lire le livre pour venir débattre du sujet. Et j'ai également une observatrice qui n'a pas lu le livre, qui va nous donner son point de vue pour voir si ça vaut ou pas la peine de lire ce livre-là, donc de l'ajouter à sa bibliothèque de livres d'affaires. Le premier à parler va être Madame Stéphanie Leroussic. Alors, on va passer tout de suite aux présentations. Stéphanie, on te demande de nous dire qui es-tu et que fais-tu? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du marketing et des nouvelles technologies. J'ai travaillé pendant 9 ans au Québec, notamment, 8 ans chez Cossette, où je dirigeais le département de recherche marketing, 1 an maintenant, depuis 1 an dans le UX, l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et puis, je suis de temps en temps entrepreneuse, et puis depuis 2 ans aussi administratrice, alors ça me fait pas mal de choses. Excellent, merci beaucoup Stéphanie. C'est pas pour rien qu'on t'a choisi parce que tu amènes une diversité d'expériences avec toi et je pense également un goût pour le livre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, bien sûr. Excellent, merci. Paul, qui es-tu et que fais-tu? Alors, 30 ans déjà dans le métier de relations publiques, accrédité en relations publiques, chef d'entreprise à la tête du cabinet PGPR. Certains de nos clients disent que PGPR, c'est pour Pretty Great PR, mais à la base, c'est pour Paul Genet Relations publiques. Une amoureuse invétérée du livre, notamment du livre d'affaires. J'en mange, je dors avec mes livres. Et mon amoureux, bien évidemment. Et je suis vraiment très, très heureuse et choyée de faire partie de ce panel. Merci beaucoup, Micheline, et bonjour à vous tous. Merci, Paul. Merci infiniment. Jeanne-Estelle Thébault. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait, mon Dieu, presque 30 ans que je suis en TI. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte en TI. Je suis toujours intéressée par tout ce qui est nouveau, tout ce qui me permet de m'améliorer, en fait, l'amélioration de mes compétences, et aussi je suis très intéressée de m'impliquer dans mon milieu. Alors, j'ai rencontré Micheline dans un colloque, puis quand elle m'a proposé de défendre Lenin en avant tout, j'ai sauté sur l'occasion. Merci infiniment, Jeanne-Estelle, d'être avec nous. Jean-Baptiste, un de nos réguliers. Jean-Baptiste, dis aux gens qui tu es et que fais-tu? Bonjour Micheline, bonjour à tous. Moi je suis psychologue organisationnel, je travaille pour SPB, psychologie organisationnelle, et j'y exerce des fonctions de consultant en gestion des talents, mais aussi en gestion marketing de cette entreprise. Et puis je suis un blogueur, un amoureux des livres également dans le domaine d'affaires et en ressources humaines. Et à l'occasion, je m'engage aussi dans mon milieu, je suis président d'un organisme communautaire pour l'accueil d'immigrants. Voilà. Merci infiniment, Jean-Baptiste, encore une fois d'être avec nous. Chanel Alpin, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis avocate fiscaliste. Je fais du litige fiscal avec l'Agence du revenu du Québec et l'Agence du revenu du Canada. Je travaille chez Alpin Gauthier Avocats, puis je suis sur le jeune barreau de Laval et sur la jeune chambre de commerce et d'industrie de Laval, puis je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Puis Chanel a accepté d'être observatrice. On est très heureuse de l'avoir à l'écoute de nos propos. Nos propos qui vont être animés par nul autre que Madame Camille Price-Piché sur la page événements. C'est elle qui va animer cette discussion. Alors Camille, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour animer la page événements. Dans la vie, je suis aussi consultante en communication et professionnelle de gestion de projet et coordination d'événements spéciaux.
Excellent. Merci de ta contribution, Camille, c'est très apprécié. Maintenant, on va mettre le feu de l'action sur Madame Stéphanie Leroussec qui va venir nous présenter son livre. C'est elle qui l'a recommandé au club. Elle va prendre quelques minutes pour faire ça et ensuite, on va demander aux panélistes de également donner un premier point de vue. Alors, Stéphanie, on t'écoute. Merci. Oui, alors en fait, je voulais parler du livre En avant tout de Sheryl Sandberg parce que je trouve qu'il fait prendre conscience d'un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est important. C'est le peu de place que les femmes ont dans les postes de direction et dans les conseils d'administration. Or, on sait très bien, on le voit par plein d'études d'ailleurs, il y a plein de chiffres, plein de statistiques dans le livre de Sheryl. On le voit bien que quand il y a de la diversité dans les entreprises, eh bien, elles performent mieux. Non pas que les hommes gèrent mal les sociétés quand ils sont seuls, mais tout simplement parce que plus il y a de monde, plus il y a d'opinions autour de la table, plus il y a de débats, et plus il y a de débats, plus on prend de meilleures décisions. Donc, je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de ça. Je trouve que les femmes devraient lire le livre parce que ça donne confiance en soi. C'est presque un livre sur l'estime de soi, je dirais. Sheryl nous encourage à aller de l'avant, à oser, à prendre notre place autour de la table. Donc, je trouve ça très motivant et très stimulant. Mais je trouve que les hommes aussi devraient lire le livre. Parce qu'ils ont un rôle à jouer, évidemment, dans le soutien des femmes, que ce soit leurs femmes, leurs sœurs, leurs collègues au travail, et puis dans la promotion, lorsque eux-mêmes ont à promouvoir des personnes dans l'entreprise, eh bien, ils ont un rôle à jouer en pensant aussi, en considérant la candidature des femmes aussi bien que des hommes. Ce que j'ai aimé dans le livre aussi, c'est que c'est pas juste un débat homme-femme, il y a aussi des conseils qui peuvent s'appliquer à tout le monde, à tous les dirigeants, à tous les professionnels. J'en ai noté quelques-uns que je voulais souligner, qu'on a appris dans le livre et que je trouve intéressant. C'est de ne jamais cesser d'apprendre. C'est ce qu'on fait là en partageant ensemble au sujet de livres d'affaires. C'est aussi avouer quand on ne sait pas tout, admettre qu'on n'est pas parfait, qu'on peut demander des conseils, faire appel à des mentors, des choses comme ça. C'est prendre des risques. Et puis, c'est se remettre en question de manière perpétuelle. Donc ça, je trouve que c'est un message qui passe dans le livre et qui s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, finalement, dans le monde du travail. Alors, évidemment, il y a des conseils plus spécifiques aux femmes qui sont donnés dans ce livre. Le plus important pour moi, c'est de défaire les préjugés. En fait, on se rend compte qu'une femme qui réussit, souvent, on considère que c'est une imposteuse ou alors que c'est une mauvaise mère ou que c'est une mauvaise épouse. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'attirer l'attention là-dessus. Alors attention, évidemment, c'est pas de la grande littérature. Pour ceux qui ont l'habitude de lire des livres d'affaires, celui-ci n'est pas vraiment structuré. Hein, c'est écrit un peu, je dirais, on dirait presque sous le coup de l'émotion. Ça part un petit peu dans un sens, après ça revient sur un autre sujet. Donc, c'est pas, ça n'aura pas de prix Nobel, je pense, en termes d'affaires, mais ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'être un déclencheur, d'engager des conversations partout à travers le monde. On voit que ça crée un espèce de phénomène où d'un seul coup, ça revient à la mode de parler de féminisme. D'ailleurs, c'est quelque chose moi, qui m'a interpellée dans le livre, c'est que quand on dit féministe, c'est presque une insulte. On se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes n'osent pas dire qu'elles sont féministes, alors que pour moi, féministe, c'est pas dire que les femmes sont supérieures aux hommes, c'est de dire que on doit avoir la même égalité de chance. Certaines femmes ne voudront pas accéder à des postes de pouvoir, certaines femmes ne voudront pas faire des carrières professionnelles, c'est tout à fait honorable. Mais pour celles qui ont envie de le faire, eh bien, c'est tout simplement donner l'égalité des chances. Une autre chose qui m'a étonnée dans ce livre et qui revient un petit peu à ça aussi, c'est que aujourd'hui encore, en 2014, on s'étonne quand une femme réussit, on s'étonne quand une femme est astronaute. Alors, je me demande bien pourquoi on s'étonne. Et peut-être en conclusion, Sheryl, dans son livre, dit qu'elle souhaite que les femmes prennent la parole, qu'elles identifient les obstacles qui les retiennent d'avancer, et puis de réfléchir aux moyens qu'il faut mettre en place pour les surmonter. Alors, c'est la leçon, moi, je trouve qu'elle nous donne à travers ce livre. C'est les conseils que j'encourage tout le monde, toutes les femmes à suivre. Excellent, merci. C'est une excellente introduction, Stéphanie. Je partage beaucoup de ton point de vue sur plusieurs aspects, mais j'en reviendrai à la fin pour mon propre point de vue. Alors là, je vais demander à Paul de donner son premier point de vue rapidement pour qu'on puisse enclencher la discussion. Puis après ça, on suivra avec Jeanne-Estelle et Jean-Baptiste. Alors, merci beaucoup. D'abord, merci pour cette belle présentation. Moi, je vous avoue qu'a priori, je n'étais pas nécessairement attirée par ce livre, ne serait-ce que par le titre. J'aurais plutôt voulu y voir les femmes, le travail et la passion.
Je pense qu'on galvanise un peu on galvaude, pardon, le mot pouvoir. Et certes, on peut faire un peu plus de place pour les femmes autour de la table, mais on parle beaucoup de cette femme qui mène plusieurs, je vais dire, combats, celui de prendre sa place comme mère, comme épouse, comme amante, etc. Ce que j'aurais aimé retrouver dans le livre, c'est à toutes celles qui n'ont pas eu le choix de ne pas avoir d'enfants, justement, on est presque voué au succès. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'autre part, j'aime à dire que j'ai lu le livre en sa version anglophone dans un premier temps. Je l'ai lu ensuite en français. Je pense que l'adaptation, elle est très réussie. Et je pense que c'est un livre à lire, mais pas nécessairement d'une traite. Pour moi, ça devient un peu un livre de référence où l'on peut, selon les chapitres, aller puiser une certaine sagesse. Je pense que les chapitres sont bien posés. Et j'y ai retenu, moi également, comme le dit Stéphanie, plusieurs leçons. Et je pourrais évidemment en discuter avec vous tout au long du panel. À ce stade-ci, je pense que le livre peut attirer plusieurs lecteurs et c'est-à-dire qu'il est bon à lire pour tous, je ne crois pas. Non. D'accord. Alors, ben, c'est intéressant, donc on va revenir sur peut-être certains de ces points-là. Maintenant, je vais donner la parole à Jeanne-Estelle. Qu'est-ce qu'a été ton expérience du livre, Jeanne-Estelle? Bon, qu'est-ce qu'a été mon expérience du livre? Ce que j'aime du livre, c'est qu'il est assez, je dirais, bien balancé parce que, bon, d'abord, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas une femme ou un homme qui n'est pas à la recherche de pouvoir. Puis ça existe, puis il y en a qui ne font pas, tu sais, parce que le terme anglais, c'est lean in. Et il y a des gens qui cherchent plutôt à leaner out. Alors, ces gens-là, c'est vraiment pas les lecteurs pour ce livre-là. Par contre, il existe une catégorie de gens qui sont vraiment attirés à grimper dans la société. Et je trouve que le livre est bien parce que il pose non pas seulement les points, souvent les livres d'affaires sont un peu un livre de recettes sur quelles sont les choses à faire. Non, ça parle de nombreux points, entre autres aussi des barrières intérieures, et c'est particulièrement vrai pour les femmes, toutes les barrières intérieures qu'on se met. Et ça, c'est des choses aussi qu'elle dit. Elle dit, quand c'est à l'intérieur de nous, c'est plus facile à ce moment-là de contrôler et de s'améliorer que tout ce qui touche aux autres. Alors, c'est pas non plus un livre où je veux vraiment qui est accusateur, je veux dire. Elle-même le dit, je veux dire, c'est des hommes qui l'ont aidé, qui l'ont épaulé dans sa carrière. Donc, c'est vraiment plus de montrer, et Stéphanie le dit, et c'est quelque chose qui se dit dans le livre, qui dit, plus il y a des gens dans la course, plus il va y avoir des records qui seront brisés. Et je pense que c'est ce qu'il y a de bien, c'est de dire qu'en acceptant les femmes, en permettant aux femmes d'atteindre des hauts niveaux, puis en fait aussi si les femmes se permettent d'atteindre ces niveaux-là en ayant confiance en elles, justement en décidant d'accepter des défis, même si ça les met à risque, même si à ce moment-là, c'est vraiment, elles sont un peu dans une zone d'insécurité, ce sera mieux pour tout le monde parce qu'il y aura plus de gens au sommet. Excellent. Voilà. C'est une bonne introduction. Merci, Jeanne. Donc, je prends pour acquis que tu as quand même apprécié le livre dans son ensemble. Alors, on va revenir là-dessus. Puis maintenant, l'homme de la situation, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'a été ton expérience avec le livre? Si tu veux nous partager ça assez rapidement. Mon expérience a été déprimante. Déprimante à deux chapitres. Déprimante. OK. Déprimante. Le premier, c'est, hélas, la situation des femmes n'a vraiment pas évolué, contrairement à ce qu'on pensait. C'est vrai que le constat, il est très bien fait. Si vous voulez faire une étude de synthèse très rapidement pour comprendre la situation des femmes dans le monde, qu'elles soient chefs de grandes entreprises internationales ou qu'elles soient une femme divorcée en Afghanistan, vous allez avoir un statut qui est déprimant. Le deuxième chapitre déprimant, c'est que je m'attendais de Sheryl Sandberg, une des 10 femmes les plus influentes au monde, qui a fait Harvard Business School, un MBA, tatati, tatata, incroyable, un parcours fantastique.
et je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre de cette femme-là? Et elle nous dit qu'elle a eu peur avant de monter sur la scène de TED. Elle nous dit que elle a eu des petites choses. Elle a laissé ses enfants, mais elle a pris le téléphone pendant qu'elle s'occupait de ses enfants. Puis je me suis dit, comment? Qu'est-ce que je retiens? Puis quand je l'ai lu, bien sûr, c'est riche de choses, c'est riche de constats, mais je m'attendais à autre chose de ce calibre-là, de cette vision-là, et surtout sur une femme aussi puissante, je me serais attendu à des leviers d'action et à comment Facebook peut changer la chose, comment elle peut changer les choses. Et finalement, elle nous renvoie à nous-mêmes, ce qui est très bien. Comme psychologue, je suis ravi, elle prône vraiment le développement de soi, mais elle ramène à chacun sa responsabilité dans son développement, ce qui est très bien, mais je m'attendais à autre chose de Sheryl Sandberg. J'étais dépassé. J'ai vu une petite main se lever. On va donner la parole à Paul. Merci Jean-Baptiste. Paul. Jean-Baptiste, pour faire un peu écho par rapport à ce que l'on peut trouver ou ce que l'on ne trouve pas dans le livre, j'avoue que ayant sorti du contexte littéraire, je suis allée voir le site leanin.org qui, à mon sens, m'a beaucoup enrichi par rapport à ce tremplin qu'est le livre. Et ce qu'on y découvre à travers des attributs externes au livre, je pense, c'est cette communauté de gens qui ont choisi de tirer la chaise et de s'asseoir à une table, peu importe la table qui se présente. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ce livre qui, au départ, m'interpellait beaucoup parce que je me dis, OK, tiens, et notamment dans le chapitre du mentorat, et c'est quelque chose qui m'a un peu surprise de sa part lorsqu'elle disait que, c'est une citation d'ailleurs, « Fais des étincelles et tu trouveras un mentor ». C'est très bien, mais de notre côté, elle fait l'apologie du fait que ce sont souvent les femmes qui cherchent des mentors et si peu les hommes. Alors, ça revenait un peu brasser la soupe par rapport aux femmes qui ont peur, qui n'ont pas assez confiance en leur talent, etc. Bref, le livre en soi révèle c'est un écrin. Il y a une perle à l'intérieur, mais je pense que pour en faire un collier, il faut aller vraiment visiter, puis aller découvrir toute cette communauté de femmes qui viennent bonifier l'écrit de Sheryl Sandberg, parce que là, vraiment, c'est un collier, mais 4 ans. Et c'est formidable. Je sens que Stéphanie a envie de s'exprimer. Est-ce que j'ai raison? Oui, je voulais aussi rebondir sur ce que Jean-Baptiste vient de nous dire. Moi, le fait qu'une femme de ce calibre ait eu peur et de la sensibilité des sentiments, ben, ça me rassure. Ça me rassure parce que finalement, ça me fait dire qu'on est tous des êtres humains, qu'on ait une veste de femme d'affaires ou pas. On a tous parfois des doutes. Il y a des moments où on est très en confiance, où on est sûr de soi, mais pas toujours. Et donc, moi, de voir que l'une des femmes aussi puissantes, on va dire actuellement sur la scène mondiale, a aussi, elle, cette sensibilité-là, et bien finalement, ça me fait dire qu'il n'y a pas besoin d'être un robot pour être un dirigeant, pour être quelqu'un qui réussit. Mais voilà, elle est aussi humaine que je le suis, que vous l'êtes. Merci Stéphanie. Jeanne, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, plusieurs points. C'est très vrai que c'est en fin de compte, ce livre-là, puis son dernier chapitre, c'est justement, je lance la conversation, puis continuer. Et l'autre point aussi, sur la fragilité des femmes, c'est peut-être quelque chose dont un homme sera moins conscient, mais le syndrome d'imposteur, l'angoisse de dire je suis peut-être pas à la bonne place, c'est quelque chose qu'on ressent souvent. Moi, je lisais, puis je dis, ah oui, j'ai déjà vécu ça. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on le voit même dès la petite école. Et il y a d'autres conférences, entre autres, au Agile Tour, il y avait une conférencière qui est venue en parlant d'Agile Mindset, puis elle faisait la différence entre le comportement d'un petit garçon et le comportement d'une petite fille. Et la petite fille qui fait toujours l'effort d'être parfaite et finalement qui n'ose plus se mettre à risque parce qu'elle a peur de ne plus être parfaite. Et ça, c'est quelque chose, faut toujours remettre, tu sais, parce que moi, j'ai eu plusieurs carrières, etc., et j'ai souvent eu peur et finalement, je me suis remis en question, je me dis, OK, et c'est toujours le point de dire, je veux aller à tel endroit, et à ce moment-là, OK, je suis prête à prendre un risque. Et c'est des choses que des fois, les femmes ne font pas.
elles veulent être parfaites dans leur rôle et elles n'osent plus prendre des risques. Excellent. Stéphanie, je pense que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, c'est ça? Non, mais j'étais en train de prendre des notes pour un petit peu plus tard sur d'autres choses. Mais... Jean-Baptiste va revenir à la charge. Puis après ça, on viendra à Camille voir s'il y a quelque chose. En fait, je trouve que Sheryl Sandberg, comme grande sœur courage, elle est extraordinaire. Parce que on se dit, effectivement, elle a toutes ces facettes-là, elle a cette facette de sensibilité, elle se remet en question. On sent que dans le livre, il y a une introspection. Elle fait une réflexion et elle le partage. Ce qui m'a profondément agacé, puis j'ai pas pu m'empêcher de ça, c'est que peut-être parce qu'elle est trop parfaite. J'ai vu son message à TED, j'ai trouvé que c'était un bijou de communication. Mais je trouve que dans le livre, on abuse du storytelling, qui est l'art de raconter des choses. Et il y a tellement de chiffres que je me dis, waouh, cette fille, elle a vraiment le temps d'aller chercher toutes les études. Puis en fait, à la fin, vous comprenez qu'il y a énormément de recherchistes qui ont travaillé pour elle. Alors très bien, elle est énormément entourée. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je me suis dit, si elle est si puissante, si elle a effectivement ce genre de réflexion, elle est capable d'impulser quelque chose. Elle est capable de lancer le débat et on le voit, il est lancé le débat. Elle a créé, avec 1 million d'exemplaires, elle a créé une réflexion et elle repositionne le débat avec je dirais un féminisme de, pas militant, mais un féminisme qui accepte, qui en tout cas valorise la différence et valorise les atouts de chacun. Et ça, je trouve que c'est très bien, c'est soft, c'est très très bien. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous amène comme solution? Et les solutions sont des solutions, à mon avis, qu'on peut partager pour des hommes, pour d'autres personnes. Il y a aussi des hommes qui manquent de confiance, il y a aussi des gens qui n'ont pas pris des responsabilités, il y a aussi, j'ai dit, qu'est-ce qui différencie ça pour une femme? Je me suis posé la question. Intéressant, Jean-Baptiste. Moi, je suis un peu d'accord avec toi parce que le lean-in, il peut être utilisé par beaucoup de gens. Paul, je pense que tu as levé la main. Oui, Micheline, je me disais, une des citations en page 232 du livre, justement, mieux vaut qu'une chose soit faite que parfaite. Ouais. Bon. Là, ça pose la question du pouvoir et je ramène la notion de leadership. Alors, d'entrée de jeu, on l'a dit toute puissante. C'est pas elle qui se proclame toute puissante, mais c'est qu'il y a des gens qui adhèrent à son discours ou qui apprécient ce qu'elle est, ce qu'elle représente, etc. Comme Jean-Baptiste disait, elle a une armée de gens, de recherchistes, mais elle a su, c'est une vraie leader, puisqu'elle a su insuffler ce désir aux gens de se lever et de contribuer. Et d'ailleurs, sa mère, c'est la première des femmes qu'elle reconnaît comme étant une femme qui est allée de l'avant, et elle le dit elle-même, ma mère qui toujours a voulu contribuer, qui n'a reculé devant rien et qui s'est impliquée, c'est vraiment dans le fond son inspiration, disons-le comme ça. Donc là, je me dis, OK, le pouvoir, le leadership, est-ce que la première cellule entrepreneuriale n'est-elle pas la famille où on est tous mis à contribution? Alors ça, je trouve que ça brasse beaucoup de choses. Mon point est le suivant. On parle beaucoup de pouvoir. Moi, je pense que dans ce cas-ci, on parle beaucoup plus de leadership. Et la femme a un leadership qui est tout à fait différent que celui de l'homme. Mais je crois sincèrement que les gens nous choisissent comme leaders ou nous choisissent comme étant personnes de puissance. Alors, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'elle puisse aborder. Là, c'est un peu comme si on était toujours responsables, nous. Mais je vois des gens ici autour du panel qui sont d'une discrétion, la simplicité des grands personnages, des grands. Et pourtant, elles auraient toutes les raisons de dire qu'elles sont puissantes, mais ne s'affichent pas comme telles. Alors, je remets un peu tout ça aussi à la lecture là, du livre. Okay. Est-ce qu'on parle de leadership ou de puissance? D'accord. Je vais faire un petit tour chez Camille. Camille, ton micro est allumé. Si tu veux nous dire, est-ce qu'il y a des petits mots, des petites choses qui se passent sur la page? En fait, on a une... Attendez, je veux sortir son nom. Michelle France Robidas, de Communication Spring, qui offre plus de témoignages, elle, premièrement par rapport à sa relation, elle, en tant que mère de famille et femme professionnelle. Elle explique comment elle a réussi
sous ses termes à elle, à pouvoir être un peu une femme la femme mère et la femme professionnelle. Donc, c'est très intéressant de lire son témoignage. OK. C'est un peu long, alors je vous invite à venir sur la page de l'événement. Parfait. Et puis, elle exprime aussi, elle a lu le livre, donc elle exprime un peu son désarroi face au fait qu'elle n'a rien appris de nouveau avec le livre. Ça a plus confirmé certaines réactions et sentiments qu'elle vivait sur le marché du travail. Excellent. J'aimerais peut-être poser une question, peut-être, je ne sais pas si Stéphanie, tu voudrais regarder à ça. Moi, un des aspects du livre qui m'a touchée, un peu comme Jean-Baptiste, dans le sens qu'il y a une tristesse qui vient à lire ça, hein, dans le sens que l'évolution est tellement lente, c'était en rapport à la question du mentorat et le fait que les femmes n'aiment pas aller... les hommes et les femmes, il y a un problème au niveau de cette capacité-là d'accepter le mentorat et d'aller vers le mentorat. Quand elle dit, par exemple, qu'il y a des hommes qui n'aiment pas se retrouver en situation de mentorat avec une femme et les femmes qui hésitent à aller vers des gens qui sont beaucoup plus haut placés dans l'entreprise, être plus proches de leur patron pour pas avoir à vivre des problématiques de situations à connotation sexuelle ou de situations qui débordent vraiment du plan professionnel. Je ne sais pas si vous pouvez commenter sur cette question-là de l'échange homme-femme. Est-ce qu'on est encore rendu là où il y a encore du malaise entre cette dynamique-là de se retrouver en mentorat ou en situation d'apprentissage entre hommes et femmes? Je ne sais pas. Stéphanie, puis après ça, on ira à Paul. Oui, moi je ressens pas ce sentiment-là parce que ça fait quand même maintenant longtemps que les entreprises sont mixtes, que oui. on trouve des femmes et des hommes dans tous les services et qu'on se côtoie, en tant que collègues, on se côtoie énormément. Ce qui fait que moi, ça fait 15 ans que je travaille, je ressens pas, si je vais faire un dîner d'affaires avec un supérieur masculin, je ressens pas de malaise, on va dire, dans le fait que c'est un homme et une femme qui vont au restaurant ensemble. Moi, quand je suis dans le contexte professionnel, je suis dans mon contexte professionnel et donc j'arrive à faire la différence. Je le sens pas ce sentiment-là en fait. Non, mais je peux comprendre aussi, mais c'est la question de s'affirmer, tu sais, là, quand on est dans l'ascenseur avec quelqu'un, puis de prendre l'occasion de se plugger, entre guillemets, aussi. Moi, je pense que c'est pareil pour les hommes et les femmes. C'est plus une question de caractère ou de sensibilité. Je pense qu'il y a des hommes qui n'oseront pas demander aussi. Peut-être que c'est plus commun aux femmes. Mais j'en connais beaucoup qui vont discuter avec des collègues, qui vont demander des conseils. Et moi, je pense que c'est plus le caractère qui fait ça. Mais... D'accord. Paul, tu voulais dire quelque chose? En fait, oui, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, Micheline, tout à l'heure, parce que une des questions qui a été soulevée dans le livre, c'est est-ce qu'on demande aux hommes comment ils concilient, ou qu'en fait, comment ils réussissent à concilier vie professionnelle et vie personnelle, ou tu sais, en tout cas, moi, dans mon entourage, on me le demande, mais je n'entends que très peu rarement quelqu'un qui s'attarde à demander à mes collègues comment fais-tu pour concilier ou équilibrer? Ah oui, le mot à la mode, l'équilibre. Alors, on parle beaucoup d'égalité ici, mais l'autre mot à la mode, c'est l'équilibre. Par ailleurs, comme femme, je pense qu'on est arrivé sur le marché du travail, on n'a pas nécessairement conscience de tout ce qui a été fait par d'autres femmes pour nous permettre de vivre ce que l'on vit aujourd'hui. On est des mères, moi je pense à la mienne, qui était infirmière de nuit pour être capable de contribuer et qui a pavé la voie à cette espèce de liberté qui est maintenant la mienne de faire mes choix. Alors merci, chapeau. Je regarde du côté de l'Université de Laval, les études féministes à l'Université Laval, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'avoir des études féministes. Et donc, il y a quelque chose qui fomente toujours. J'aurais aimé qu'on pousse peut-être un peu plus loin l'exercice par rapport à ce volet de féminisme. Mais pour moi, il y a le féminisme, mais il y a aussi la féminité. Le pouvoir, c'est aussi la féminité.
c'est l'art et la manière, c'est la main de fer dans le gant de velours, etc. Et ce que j'en retiens, outre l'équilibre, c'est probablement la complémentarité. Et ça, elle embrosse parfois un trait, peut-être pas aussi soutenu que j'aurais souhaité, mais il reste que dans la vie, que ce soit au niveau végétal, animal, la complémentarité, d'être avec des gens qui nous permettent d'être ce que l'on est, homme, femme, je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, si on veut aller de l'avant, les femmes, il faut aussi être capable de choisir les meilleures personnes pour nous accompagner. Oui. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé voir un peu plus soutenu dans son livre. Intéressant. D'autres perspectives? Oui, Jean-Baptiste, oui? Tu posais la question de savoir effectivement les différences. Effectivement, il existe des différences et elles ont déjà été mesurées. Mais je rejoindrais beaucoup Stéphanie. Je trouve qu'en organisation, pour des femmes professionnelles qui sont rentrées dans un certain milieu, je trouve que le désir d'apprendre, le désir de progresser, de solliciter des ressources, de rallier les gens chez certaines femmes, je ne sais pas s'il y a une différence telle qu'elle le décrit. Moi, je l'ai jamais senti, et pourtant j'évalue plus de personnes par année. Et j'ai jamais senti qu'il y avait des femmes qui hésitaient ou qui n'allaient pas chercher ce qu'elles avaient besoin. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais je sais qu'il y a des études distinctives là-dessus. Puis, j'ai trouvé que malheureusement, le livre ne plaçait pas sur une certaine histoire parce qu'on est rendu finalement où on est encore tous à vouloir s'enlever le poids des étiquettes, le poids de notre destinée familiale, et on est des individus libres et des individus qui veulent se déterminer. Et les femmes en particulier, on leur colle tout de suite à l'étiquette la possibilité d'être une mère et donc les tâches afférentes à être mère. Alors ça, c'est vrai que on n'a pas fini ce cycle. Et les hommes étaient juste dédiés à leur carrière et puis à d'autres choses, au sport, ainsi de suite. Mais je crois que historiquement, on est encore dans cette transition-là et que les sociétés modernes s'en vont vers là, mais on chemine doucement. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de chemin et malheureusement, je trouve qu'on voit pas le progrès. C'est pas si clair que ça, mais les réseaux de femmes, les alliances entre femmes devraient être aussi des ressources qui devraient émerger et que j'aurais voulu voir dans ce livre, mais que je ne vois pas. Excellent. Je vais passer la parole à Stéphanie. Puis Chanel, je te lance aussi le message. Si tu as des questions que tu voudrais poser aux panélistes avant de donner ton jugement final, puis Jeanne après ça. Donc, on fait Stéphanie, puis on fait Jeanne, puis on ira voir si Chanel a des questions. Stéphanie? Oui. En fait, je voulais dire que je pense qu'effectivement, avec les générations qui avancent, le travail qui a été fait, en tant que femme, on se sent de plus en plus outillée pour essayer de prendre notre place. Il y a des formations qui existent, il y a des choses, effectivement, des conférences, on peut échanger beaucoup sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on arrive à changer un peu, à se motiver nous-mêmes, on va dire. Ce qui est plus dur, c'est la perception des autres. Et ce que j'ai aimé dans le livre de Sheryl Sandberg, c'est que justement, à un moment donné, elle dit qu'il faut qu'on travaille sur les préjugés. Donc moi, je me sens prête à aller autour de la table, mais par contre, en face, je me confronte encore aux préjugés des autres. Et le préjugé des autres, elle donne un exemple, c'est l'étude je pense, de Harvard qui parle de Howard et Heidi, où on décrit la même situation d'un manager avec un prénom féminin et un prénom masculin. Et quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Howard, les gens disent que c'est un homme qui a réussi, qui est magnifique, qui fait bien les choses, que c'est génial. Et avec les mêmes accents, lorsque c'est le prénom d'une femme, on se méfie d'elle, on se dit que elle a dû faire quelque chose de pas correct pour arriver là, des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que avec les années et puis pour les prochaines générations qui vont venir, ça va peut-être être de plus en plus facile, soi-même de se motiver, de se dire je suis capable de le faire. Par contre, en face de nous, il y a encore un phénomène de société qui est des préjugés à l'égard des femmes. Exactement. Merci Stéphanie. Stéphanie, je passe la parole à Jeanne-Estelle. Oui, bon, justement, je trouve que ce livre-là et le mouvement qui est derrière ce livre-là, c'est justement un cas où les femmes, plutôt que s'apitoient sur elles-mêmes, et que ce soit, le groupe des femmes battues ou whatever, c'est
c'est des femmes qui ont du pouvoir, qui recherchent à prendre leur place dans la société. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi parce que très souvent, quand on parle de regroupement de femmes, c'est toujours dans une situation vraiment pitoyable et triste. En ce qui a trait au mentorat, c'est quelque chose qu'il faut penser et c'est quelque chose qui est peut-être relié au fait que les femmes souvent essaient d'avoir un succès incroyable au niveau académique et elles ont encore un point de vue académique de rechercher un professeur. Puis c'est pas ça, c'est une relation win-win en fin de compte parce que le mentor s'il passe du temps avec toi, c'est pas juste pour passer du temps avec toi, c'est en même temps que tu lui apportes de l'information, tu lui apportes un autre point de vue. Alors, c'est peut-être quelque chose que les femmes doivent penser, arrêter de penser à leur carrière, mais penser un peu à qu'est-ce que je peux apporter dans mon entreprise. Et en allant toujours chercher à résoudre des problèmes. Souvent, moi, ce que je dis, c'est que je suis ici pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions. Ben, ça te permet en fin de compte, d'avoir une carrière sans avoir à la planifier. Excellent. Bon point. Chanel, est-ce que tu as une question ou on peut poursuivre avant ton verdict? Je dirais que vous pouvez poursuivre. Vous avez tellement dit plein de choses intéressantes que je suis plus à l'étape de vous dire qu'est-ce que j'en pense que de vous poser des questions. D'accord, on va prendre quelques minutes à ce moment-là pour faire peut-être un dernier tour. Je ne sais pas s'il y a des aspects du livre que vous voudriez peut-être porter à l'attention, puis après ça, on va passer à Chanel pour conclure sur le vote. Donc, Stéphanie, un petit point final pour dire si oui ou non, ou un contenu particulier, je devrais dire, sur le livre qui t'a touché ou qui vaut la peine d'être lu. Ben, en fait, moi, j'ai ma petite phrase préférée là que j'ai nommée. Je voulais revenir dessus. En fait, c'est juste 2 lignes. C'est de dire que la diversité de points de vue garantit de meilleurs résultats. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime de ce livre, c'est que c'est pas forcément, oui, on parle beaucoup de femmes en disant que elles n'osent pas aller de l'avant, etc. Mais ce que moi j'aime, c'est le message positif qui dit plus on aura de monde autour d'une table, plus on pourra débattre, plus on pourra débattre, mieux, plus les décisions qu'on prendra sont bonnes. Et moi, j'aimerais bien élargir parce que le livre me donne envie de réflexion plus large sur d'autres thèmes. Et moi, j'ai envie de conclure sur la diversité en disant c'est pas que les femmes, mais quand on aura plus de jeunes autour des tables, quand on aura des personnes issues de l'immigration autour des tables, eh bien, on aura une meilleure discussion. Dans les conseils d'administration aujourd'hui, malheureusement, c'est que des costumes gris, c'est que des hommes qui ont une 60aine d'années. Je trouve que prendre des décisions stratégiques sur une entreprise que par des personnes qui se ressemblent, qui ont tous le même profil, c'est pas ce qu'il y a de plus pérenne pour l'entreprise. Donc moi, je voulais élargir en disant que ce livre-là de Sheryl Sandberg, il m'a fait penser aux femmes, mais il m'a fait penser à la diversité en général. Excellent. Bon point, Stéphanie. Très, très bon point. Paul, toi, tu avais choisi quoi comme situation? Puis justement, c'est une belle façon de conclure. Moi, en fait, je suis heureuse d'avoir lu et relu le livre. Et pour tout vous dire, je pense que ce livre finalement devrait être lu par toutes ces personnes qui sont à la croisée des chemins, que ce soit personnel et professionnel. Et je vous lance cette question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette question, mais on parle du fossé de l'ambition d'être heureuse, d'avoir du succès, d'être assise à la table. Vous pouvez la décliner comme vous le voudrez, mais je pense que ce livre a le mérite d'être lu, ne serait-ce que pour cette question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Et si je n'avais pas peur, j'aurais participé à un premier panel. Alors, j'ai embrassé ma peur. Je suis à ce premier panel. Merci Sheryl Sandberg. Merci Stéphanie Lerouzic de l'avoir proposé. Voilà. Excellent. Bon point. Jeanne, ta situation, toi, c'était quoi, en fait? En fait, j'avais justement What would you do if you weren't afraid? Et mon autre citation, c'est Done is better than perfect. Et ça, c'est quelque chose, très souvent, je vois de nombreuses femmes qui essayent, qui travaillent, qui s'occupent des enfants, qui voudraient avoir du repassage aussi bien que leur mère faisait comme repassage, qui voudraient avoir les mêmes petits plats mijotés, à un moment donné, là, non. Tu fais ce que tu peux faire, puis tu ne feras pas tout. Mais au moins, si tu réussis à le faire, ben, c'est bien.
Oui, bon point. Excellent. Jean-Baptiste, toi, avais-tu peut-être un mot pour la fin, puis après ça, on va aller voir Chanel. Ben, en fait, moi j'ai trouvé une toute petite phrase que j'ai trouvée très intéressante. On peut tous progresser. OK. Et en fait, je trouvais que ça résumait bien le livre. Elle se positionne sur les femmes, qui est une vraie question. Et en fait, elle insuffle un désir d'avoir un bon réseau, de se faire confiance, de percer tous les plafonds de verre que l'on rencontre dans notre vie personnelle et dans la vie professionnelle. Et pour autant, je trouve que le livre se dégonfle complètement quand on arrive à le mythe de la capacité à tout concilier. Ben voilà, elle vient de tout dire, c'est que on peut pas tout faire dans la vie. Il y a des choix à faire. Et aussi ça, c'est finalement les choix de chacun. Et je crois qu'on est dans une société, puis je vous renverrai à d'autres livres, on pourra en partager. Il y a eu des livres de féministes qui, à mon avis, sont 10 fois bien plus puissants, mais qui n'ont pas eu le même succès. Et je crois qu'il faut vraiment lire aussi le livre sur l'hyperchoix, je vous donnerai les références, qui montre la difficulté aujourd'hui de n'importe qui à se positionner, à vouloir tout assumer. Et les femmes sont là-dedans et sont dans cette transition. Et les organisations, j'aurais comme conseil à dire aux femmes, essayez de voir si les organisations vous offrent des carrières que vous méritez. Excellent, merveilleux. Chanel, on va vers toi maintenant. Qu'est-ce que ton feeling suite à tous ces commentaires, puis est-ce que c'est un livre qu'effectivement que tu aurais éventuellement envie de lire? Ben là, habituellement, je suis avocate, je suis pas juge. Alors, je vais faire de je vous dirais que je trouve que c'est vraiment pertinent les commentaires que vous avez dit. Je me dis, est-ce que je lirais le livre? J'ai quand même eu tout un résumé pas mal intéressant. Je pense qu'il y a des messages pertinents, mais je pense que personnellement, je le lirais pas parce que ça va rien m'apprendre. Je sais qu'on est capable. Je veux dire, ma mère, elle dirige le département de droit de la famille de notre cabinet, qui est le plus gros département de droit de la famille au Québec. Elle a été impliquée dans plein de conseils d'administration. Je suis déjà impliquée dans des conseils d'administration. Je vous vois toutes les filles sur le panel, vous avez l'air des leaders. Puis là, on est là à lire un livre qui nous dit qu'est-ce qu'on sait déjà. Puis, je sais pas si cette réalité qu'elle a relatée est la réalité au Québec, je me pose la question. Parce que moi, par exemple, si je parle de droit de la famille, OK? Maintenant, il faut qu'on décide si c'est qui va avoir les enfants. Puis, malgré que j'en fais pas, j'entends beaucoup d'échos de la part de notre département. Souvent, il y a de la garde exclusive qui est accordée aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail d'employé qui nécessite moins de temps professionnel comme leur femme et leur ex-femme. Également, maintenant, on a des cas où est-ce que ce sont les hommes qui se font verser de la pension alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui fait le plus d'argent, elle est à la tête de son entreprise, bref. Donc, je pense que c'est plus une question pour les gens qui ont besoin, qui sont peut-être insécures, peut-être pas des femmes, juste des gens qui ont besoin de se faire rassurer par rapport à leur capacité, peut-être pas des femmes. Non, c'est un bon point, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, Chanel, c'est pas quelque chose que tu vas ajouter à ta bibliothèque a priori. Ben, j'ai eu tellement un bel écho, puis c'est quelque chose que je pense que je sais déjà. C'est ça le but, c'est de voir, parce que la lecture, hein, c'est subjectif, hein, on a tous une opinion, et le fait que tu sois une jeune femme d'affaires, en affaires et avocate en plus, si toi, tu te sens tout à fait outillée pour faire face au marché du travail, regarde, tant mieux pour toi et bravo à toi, alors belle continuité. Mais pour les autres, je vais quand même faire le petit vote pour les étoiles. On va donner de 1 à 5 étoiles. Et je vais commencer avec Stéphanie. J'imagine que toi, ça va être quand même 5 étoiles. Bien sûr. Oui, je mets 5 étoiles parce que même si, comme Chanel, on peut avoir confiance en soi, on peut vouloir faire avancer les choses, le fait est là, il n'y a que 10% des femmes dans les conseils d'administration, il n'y en a que 15% dans les postes de haute direction. Donc, il y a quand même un problème quelque part dans la perception, dans l'opinion des gens. Oui. Paul, 1 à 5 étoiles. 3. 3? OK. 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles. Parce que il faut apprendre à tous les jours à se faire ami avec le doute, que l'on soit à la tête ou que l'on gravisse les échelons, et qui n'est pas accueilli parfois par le doute. Alors, de l'apprivoiser. Et ne serait-ce que d'avoir été capable de tweeter avec Sheryl Sandberg et Dr. Frankl qui a écrit Nice Girls Don't Get the Corner Office. Ne serait-ce que pour ça, le livre mérite sa place dans ma bibliothèque et je lui donne un 3
parce que c'est pas le livre que je vais revisiter demain matin, mais qu'à l'occasion, je vais certainement replonger dans ces lignes. Excellent, merci. Jeanne Estelle. Moi, c'est un 5. Pourquoi? Parce que c'est justement un livre que je conseille à des jeunes femmes qui sont dans le doute. Parce qu'il y en a énormément. Et quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est peut-être un tabou, c'est le nombre de femmes qui quittent parce qu'elles pensent avoir des enfants, sont sur le point d'avoir des enfants et qui refusent des postes. Et il y en a encore énormément maintenant. Et même particulièrement au Québec, avec l'année qu'elles ont de congé maternité, elles tout simplement lean out. Ouais. Alors, ça, c'est essentiel que ce livre-là soit distribué à ces gens-là pour qu'elles soient conscientes. Excellent point. C'est vrai que ça a été bien couvert, cet aspect-là, dans le livre. Jean-Baptiste? Moi, je mettrais un 2. Un 2 sur 5. OK. Parce que tu as mieux à nous offrir, si je comprends. Ben, je trouve qu'il y a des livres beaucoup plus puissants sur la cause des femmes, sur la façon de progresser. Mais néanmoins, je pense que quelqu'un, comme le disait tout à l'heure Paul, quelqu'un qui a des doutes, qui heurte le plafond de verre, qui est remis en question dans son entreprise, qui veut avoir des enfants mais qui veut avoir une carrière qui est empêtré dans ces questions-là, ou qui se heurte à un patron qui la déconsidère, ou à des préjugés, ou qui se sent pas estimé, ou qui ne s'estime pas, pourrait le lire. C'est un très bon livre de développement personnel, qui se lit très facilement. Donc 2, 3 si vous avez besoin d'aide, et une grande sœur. Camille, de l'action sur la page? Oui, en fait, des bons commentaires pour vous, les panélistes. Vous êtes inspirants, même plus intéressants que le livre, apparemment, pour certaines personnes. Sinon, un peu comme vous, les observateurs qui ont lu le livre sont assez partagés, des opinions où on me dit qu'ils ont beaucoup aimé le livre, c'était inspirant, puis d'autres qui en auraient voulu plus, un peu comme ce que Jean-Baptiste dit. Donc, ça reflète bien le public. Excellent. Bravo tout le monde. Merci Camille, merci Jean-Baptiste aussi. Alors, je vais conclure rapidement avec mon petit point de vue. Moi, je vais donner quand même 4 étoiles parce que je suis contente du résultat, de ce que ce livre a apporté, le débat qu'il suscite, l'intérêt qu'il suscite pour cette manifestation-là. Je pense pas que c'est un livre qui peut être désintéressant pour ceux qui ne sont pas femmes. Au contraire, toute personne qui a envie de s'affirmer, de prendre sa place, d'aller plus loin, peut trouver inspiration. J'ai trouvé que le livre était extrêmement documenté, donc c'est une source, une référence extraordinaire. Je trouve que le livre, contrairement à Stéphanie, je trouve que la traduction est boiteuse. J'ai pas senti d'émotion. J'ai trouvé qu'il y avait des concepts qui n'étaient pas rendus en justice quand elle parle de cage, alors qu'en anglais c'est jungle gym, qui donne la notion de sauter d'une place à l'autre, alors qu'une cage c'est quelque chose qui nous restreint. Enfin, mais je suis ravie du résultat qu'elle a fait. Elle n'avait pas besoin de faire ça et elle nous a donné cette discussion, puis j'espère qu'elle va se poursuivre parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin, il y a encore besoin de conciliation au niveau des rapports hommes-femmes et de permettre à chacun de s'émanciper à sa façon. Je vais faire l'annonce pour le prochain Hangout qui va avoir lieu le 20 août. Nous sommes privilégiés d'avoir un collègue, en fait, de Jeanne Estelle, quelqu'un qui découle du milieu de la gestion de projet, M. Patrick Perras, qui va venir défendre un livre qui s'appelle Gérer dans l'action de Henry Mintzberg. Et ça va avoir lieu le 20 août, même heure, même place, et l'événement a été lancé. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, ça va conclure notre session. Encore une fois, merci infiniment de votre contribution. Merci d'avoir lu le livre. Chanel, on te surveille. On va voir ton émancipation, puis on se réjouit d'avoir eu tes commentaires avec nous aujourd'hui. C'est bon? Ceux qui veulent, au niveau du panel, rester pour une discussion de conclusion, moi, je vais arrêter la diffusion publique. Merci à ceux qui ont participé à l'événement sur notre page. On espère vous avoir parmi nous pour la prochaine diffusion. Au revoir. Merci Camille. Merci. Au mois prochain. Bye bye.